Mon voyage n'a pas commencé tout à fait comme je l'avais espéré. Le jeudi et le vendredi, je devais assister à une conférence sur les normes de sécurité à Milwaukee, mais il n'y avait pas la chaleur habituelle à laquelle j'étais habitué lors de mes précédentes absences. Stella, ma femme, avait pris une demi-journée de congé afin que je parte avec de beaux souvenirs qui m'accompagneraient pendant tout ce temps. Mais cette fois-ci, ses adieux se sont limités à un simple baiser, après quoi elle est allée travailler. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Victor Kowalski, bien que l'on m'appelle souvent Vic. J'ai 49 ans et depuis 24 ans, je suis heureusement marié à ma femme Stella. Nous avons 2 enfants, Derek, qui a maintenant 22 ans, et Nathalie, qui a récemment eu 20 ans. Quand l'horloge sonna 15 heures, cela marqua le début de mon voyage. En quittant l'usine de transformation de viande où j'avais travaillé de nuit comme chef d'équipe au sol pendant les 17 dernières années, je me suis dirigé vers l'aéroport. Mon vol étant prévu pour 18 heures, je me faisais un devoir d'arriver à l'aéroport à l'avance, ne voulant pas être en retard ou angoissé à l'idée de rater l'avion. Dans ce cas, tout s'est déroulé sans accroc, et j'ai attendu 1 heure l'annonce tant attendue de l'embarquement. Mais la chance, semble-t-il, ne m'a pas souri lorsque j'ai appris que l'avion en provenance du Wisconsin était retardé en raison du mauvais temps. Une tempête de neige imminente menaçait notre trajectoire. Finalement, après un retard de 45 minutes, nous avons pu monter à bord de l'avion. Alors que nous volions dans le ciel après environ 30 minutes de vol, j'ai remarqué une légère inclinaison imperceptible vers la gauche. Au début, je n'ai jamais pensé qu'un léger changement de trajectoire n'était qu'un simple ajustement, mais il est vite devenu évident qu'un demi-tour complet était en train de se produire. Sans tarder, le pilote a confirmé nos soupçons. En raison d'une violente tempête de neige, l'atterrissage à l'aéroport de Milwaukee était devenu impossible et nous devions retourner à Chicago. Une fois sur terre ferme, je me suis précipité au comptoir d'enregistrement de la compagnie aérienne, voulant modifier mes projets pour le lendemain matin. Heureusement, le personnel s'est montré compréhensif, et j'ai réussi à obtenir l'une des dernières places disponibles sur le vol suivant. Malgré l'échec inévitable, j'ai fermement décidé d'assister à la conférence dès que possible. Tandis que je m'asseyais, une étincelle d'espoir s'est rallumée en moi. J'ai pris mon téléphone pour composer le numéro de mon contact à Milwaukee afin de l'informer du retard imminent de mon arrivée. Avec politesse et regret, j'ai transmis le message que ma présence serait reportée au lendemain. Tout aussi important, j'ai laissé un message détaillé sur la messagerie vocale de mon directeur d'usine afin qu'il soit au courant de la situation. Anxieux, j'ai composé les numéros familiers de mon téléphone fixe, voulant entendre la voix apaisante de Stella, mais à ma grande confusion, elle n'a pas répondu. Il était un peu après 20 heures, et j'ai remarqué que la maison était plongée dans l'obscurité, et pour une raison quelconque, la voiture de Stella n'était pas dans l'allée. Peut-être avait-elle décidé de prolonger sa journée de travail ou de dîner dans un restaurant voisin. Depuis que notre plus jeune enfant était parti à l'université, la maison semblait déserte, dépourvue de son ancienne ambiance animée. Laissant mes bagages dans la voiture, je me suis frayé un chemin à l'intérieur avec précaution. À ma surprise, des voix provenaient d'un salon enveloppé de mystère. Je me suis dirigé vers la source des voix et j'ai vite réalisé que la télévision avait été accidentellement laissée allumée. Cette circonstance m'a mené à une conclusion sans équivoque. Stella était apparemment rentrée chez elle après sa journée de travail, car je me souvenais distinctement avoir éteint la télévision avant de partir le matin. Appuyant sur la télécommande pour faire taire le bavardage, j'ai commencé à fouiller la maison à sa recherche, espérant trouver au moins quelques indices de son emplacement. Hélas, aucune trace n'a pu être trouvée. Avec anticipation et anxiété, j'ai composé son numéro de portable et j'ai patiemment attendu qu'elle réponde. Après plusieurs appels, elle a finalement répondu « Allô, chérie ». Stella m'a salué chaleureusement, reconnaissant un numéro familier. En réponse à ce geste affectueux, j'ai répondu « Salut, chérie. Où es-tu » C'était une question simple et innocente devenue familière au cours de notre mariage. Je la posais non par curiosité obsessionnelle, mais plutôt par sincère préoccupation et intérêt. Ou d'autres ? À la maison, à regarder la télé, a-t-elle répondu, me jetant comme un seau d'eau froide métaphorique. À cet instant, la fatigue due au long retard du voyage a eu raison de moi et a paralysé mon esprit un instant. Tout ce à quoi j'aspirais était de retrouver ma femme, de trouver du réconfort en sa présence et de partager des moments intimes avec elle, ne serait-ce que pour quelques précieuses heures. Ces désirs étaient simples, mais ils revêtaient une grande importance pour moi, malgré le revers lié au retard du vol. Je me sentais chanceux,
croyant que des heures inattendues de bonheur m'étaient offertes dans le confort de mon propre lit, aux côtés de ma femme bien-aimée. En seulement 30 secondes, ma satisfaction d'être rentré à la maison fut remplacée par une vague d'incertitude. Au lieu de retrouver les bras d'une épouse dévouée après 24 ans d'amour et de confiance mutuelle, j'étais confronté à la réalité choquante du mensonge et de la tromperie. Ce fut un coup inattendu qui me prit par surprise et me laissa complètement désemparé, sans mot ni action. M'avait-elle vraiment menti? Pourquoi avait-elle décidé de faire cela? Il semblait qu'il n'y avait aucun motif logique derrière ces mensonges. Qu'elle soit au travail, en compagnie d'amis ou dans un restaurant, mon silence a dû se prolonger car la voix inquiète de Stella l'a rompu. « Chérie, tu es toujours là. » Sortant de ma rêverie, j'ai bégayé, oui, désolé. Nous avons atterri à Chicago, et je dois y aller. Réalisant que ma fille Nathalie pourrait être au courant de toutes les surprises et des plans de Stella, j'ai rapidement rallumé mon téléphone et composé son numéro de mémoire. « Salut papa, comment vas-tu » La voix de ma fille bien-aimée s'est fait entendre au téléphone. « Salut ma puce, comment vas-tu » ai-je demandé avec une curiosité sincère. Nathalie a répondu « Rien de spécial, papa. J'ai juste fini mes devoirs et je regarde la télé en ce moment. » Sentant l'importance de la situation, j'ai demandé avec prudence « As-tu parlé à ta maman récemment ?» Et elle ne t'a rien dit. Nathalie a répondu « Non, nous avons une autre conversation téléphonique hebdomadaire habituelle dimanche. » Avec une lueur d'espoir, j'ai posé une question à Nathalie, cherchant désespérément à obtenir d'elle au moins quelques informations sur la surprise que Stella aurait pu me préparer. « Sais-tu quelque chose sur la surprise qu'elle prépare ? Ne me dis pas ce que c'est. Fais-moi juste savoir si ta maman a quelque chose en tête, » ai-je demandé, la voix pleine d'anticipation. La réponse de Nathalie a brisé mes attentes. « Non, papa, rien. »« Pourquoi tu demandes ? » ?»« Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-elle demandé, ne réalisant pas à quel point j'étais inquiet. Inventant une faible explication, j'ai dit « Eh bien, elle agit un peu bizarrement ces derniers temps. » Et je me demandais si elle ne cachait pas une belle surprise, peut-être pour mes 50 ans. Nathalie a rapidement écarté cette idée, disant « Non, pas encore, papa. N'avons-nous pas fêté ton anniversaire le mois dernier ?» Ayant échoué, j'ai accepté la vérité et j'ai souhaité bonne nuit à ma fille. « Bonne nuit, papa » a-elle répondu. Abattu, j'ai réalisé qu'il n'y aurait pas de surprise, ce que j'avais espéré. La question restait ouverte, Pourquoi Stella me tromperait-elle ? Des explications possibles ont commencé à émerger dans ma tête. C'est peut-être à cause de sa prochaine promotion. C'est probablement ça, ai-je conclu. Bien que je ne comprenne pas pourquoi elle mentirait, j'ai envisagé la possibilité qu'elle s'efforçait toujours avec diligence d'obtenir cette promotion insaisissable. Dernièrement, elle avait dû rester tard plus d'une fois en raison de son dévouement inébranlable au travail. Et pourtant, au fond d'elle, Stella savait qu'aucune promotion ne l'emporterait sur la valeur du temps perdu ensemble. Elle comprenait que je voulais vraiment qu'elle réduise sa journée de travail afin que nous puissions. Nous pourrions passer plus de temps ensemble. C'était une demande raisonnable à laquelle j'avais droit et elle la comprenait parfaitement. Ironiquement, cela me rappelait une décision importante que j'avais prise quelques mois avant notre 20e anniversaire, en refusant une promotion. Cela faisait presque 5 ans que j'avais postulé avec enthousiasme et obtenu avec succès une offre pour le poste de responsable d'équipe de jour à l'usine de transformation de viande. Mais ce poste impliquait de voyager fréquemment au siège social dans l'Iowa pour des réunions et de visiter régulièrement diverses usines dans tout le Midwest. Au début, j'étais plein d'enthousiasme en recevant l'offre d'emploi, mais Stella a rapidement semé le doute en moi, me forçant à reconsidérer ma décision. L'histoire instructive de mon collègue ne me quittait pas l'esprit. Il avait divorcé à peine 2 ans après avoir obtenu le poste. Bien que le succès financier fût une récompense pour lui, il avait dû le payer par la solitude et la souffrance. Compte tenu des circonstances, et du fait que nos 2 enfants avaient encore besoin de conseils et de soutien pendant les années restantes de lycée, Stella, pour des raisons évidentes, n'osait pas assumer cette responsabilité seule. Pendant la semaine, nous avons eu des discussions actives, analysant les conséquences possibles d'accepter une augmentation. Progressivement, il est devenu clair que j'étais sur le point de perdre de vue ce qui comptait vraiment dans ma vie, ma femme et mes enfants. Ayant retrouvé ma lucidité, j'ai pris la décision sincère de refuser la promotion, reconnaissant que ma dévotion à ma famille primait sur le succès matériel. Les derniers mois avaient été difficiles car Stella s'acharnait pour obtenir sa promotion au supermarché où elle travaillait. Cela me causait de l'anxiété et de l'inconfort,
me rappelant les doutes que j'avais eus concernant ma propre évolution de carrière. Puisque nos enfants étaient déjà à l'université, notre famille se composait de nous deux seulement. Si Stella considérait sa promotion possible comme relativement réalisable avec un impact minimal sur nos vies, par exemple, avec une augmentation du nombre de voyages d'affaires, je m'inquiétais alors du nombre d'heures supplémentaires que j'aurais à passer seul à la maison. Le fait de ne voir ma femme qu'1 heure ou 2 par jour tout au long de la semaine me causait un sentiment d'insatisfaction. Les moments fugaces de vie commune n'apportaient pas de satisfaction, et le manque de temps de qualité passé ensemble me pesait sur le cœur. La détérioration de notre vie intime ne pouvait passer inaperçue. Stella était de plus en plus absorbée par le travail, et elle passait les samedis et même les dimanches au bureau. Quand elle rentrait à la maison, la fatigue la consumait, ne lui laissant plus de force pour quoi que ce soit d'autre. Il était devenu rare, sinon impossible, de se souvenir de la dernière fois que nous avions fait l'amour. Il y a 3 semaines, le mois dernier, les détails concrets étaient devenus un flou déprimant. Tout en reconnaissant que l'âge jouait un rôle dans l'affaiblissement de notre lien physique, il était difficile d'ignorer le manque pathétique d'intimité que nous partagions autrefois. Peut-être sa tromperie lors de la conversation téléphonique était-elle une tentative d'éviter mes reproches, en se cachant derrière des obligations professionnelles. Mais en toute honnêteté, je dois admettre que j'étais moi aussi en voyage d'affaires et je réalisais que de temps en temps, je devais faire des heures supplémentaires. En même temps, il y avait un moyen simple de découvrir la vérité. Prenant le téléphone, j'ai composé le numéro de ligne directe de Stella au supermarché Gold's Premium. À ma surprise, son collègue Tom Davison a répondu au téléphone. Effrayé, car je m'attendais à entendre la voix de Stella, j'ai rapidement rassemblé mes pensées. Bien qu'il ne travaille pas dans le même service, je savais que Tom était digne de confiance et qu'il pourrait confirmer la présence de Stella. « Salut, Tom. C'est Victor. » Je l'ai salué en utilisant mon nom complet. Sa réponse fut inattendue. « Salut, Victor. Pourquoi m'appelles-tu au travail alors que ta femme et toi devriez être en vacances ensemble ?» J'étais abat. Sourdi et perplexe face à sa remarque. Évidemment, quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, je me suis retrouvé dans un labyrinthe de surprises. Vacances? Quelles vacances? J'ai vite repris mes esprits, me suis excusé auprès de Tom de l'avoir dérangé dans son travail et j'ai inventé une fausse excuse. Salut, désolé de te déranger au travail, Tom. J'ai probablement fait une erreur avec le bouton de numérotation rapide sur mon téléphone. J'ai menti. Il m'a rassuré sans aucune inquiétude. Pas de problème, Victor. Dis juste à Stella qu'elle me doit un déjeuner quand elle reviendra lundi prochain pour l'avoir encore remplacée. Tu imagines? Il est 21 heures et je travaille encore. Elle me doit vraiment ça, a-t-il dit, mettant fin à la conversation et raccrochant. Progressivement, la vérité m'a été révélée. Stella non seulement ne travaillait pas, mais était généralement absente du lieu de travail. Selon Tom, elle avait pris des vacances jusqu'à la fin de la semaine. La panique s'est lentement insinuée dans ma conscience, me serrant fortement tandis que la peur s'emparait de moi. Où était Stella? Que pouvait-elle faire? Une pensée non invitée mais silencieuse a envahi ma conscience. Non, ça ne pouvait pas être vrai. J'ai toujours essayé de ne voir que le meilleur chez les gens, en gardant une attitude positive et en appréciant la gentillesse inhérente à chaque personne. Mais maintenant, malgré moi, j'ai commencé à envisager le pire scénario. Est-ce vraiment possible? Stella pouvait-elle me trahir de cette manière? L'idée qu'elle puisse être avec sa sœur Olivia m'a involontairement traversé l'esprit. Avec le temps, nous nous étions éloignés d'Olivia et de son ex-mari Justine. Autrefois, nous étions incroyablement proches. Nous étions liés par des amitiés solides qui semblaient durables. Nos vies étaient entrelacées dans une magnifique toile d'expériences partagées. Nous passions des soirées ensemble, nous nous soutenions mutuellement, nous nous occupions des enfants, organisions de nombreuses fêtes de famille, et même partions en vacances tous ensemble. Mais tout a changé un jour fatidique, lorsque je suis rentré à la maison avec un mal de tête atroce. En quête de soulagement, j'ai avalé quelques comprimés de Tylenol et me suis allongé sur le canapé. Une demi-heure plus tard, Stella et Olivia sont revenus d'une virée shopping, discutant avec animation, sans s'en douter. Je suis resté inaperçu sur le canapé. Soudain, Olivia a commencé à parler. « As-tu remarqué le nouveau chef de produit au supermarché ?» Mon cœur battait la chamade. J'attendais avec anxiété la réponse de Stella. Elle a répondu calmement, « Bien sûr, il est mignon, si je puis dire. »
Puis, Olivia a fait remarquer avec anxiété, et il t'a souri. Il ferait mieux de sourire après le rendez-vous d'hier à l'arrière de ma voiture, s'est exclamé Olivia avec défi. À ma surprise, ma femme a répondu d'un ton désapprobateur, « Oh, Olivia, pas ça. Un jour, tu seras découverte et tu risques de perdre un bon mari et peut-être même plus. » Olivia, pas du tout embarrassée, a répondu avec assurance, « Ne t'inquiète pas, grande sœur. Je suis toujours prudente. » Sur ces mots, elles sont parties brusquement, me laissant dans un état d'incertitude. En tant que personne qui valorise l'honnêteté et la décence, j'ai eu du mal à gérer le poids de cette révélation, ne sachant pas comment agir correctement. Je me suis retrouvé à la croisée des chemins. Une chose était claire. Justine méritait de connaître la vérité. La nouvelle de l'infidélité d'Olivia le briserait sans aucun doute, et mon cœur se serrait à cette pensée. Je savais pertinemment que Justine, ayant découvert son infidélité, n'hésiterait pas à chasser Olivia de leur maison. Le poids de la destruction potentielle de leur mariage pesait sur ma conscience. Voulais-je vraiment être la cause d'un changement aussi majeur? Avant que j'aie le temps de prendre une décision finale, ma femme est rentrée à la maison avec nos enfants. Je me suis consolé du fait qu'elle n'approuvait pas les actions de sa sœur. Réalisant que je pourrais obtenir ses propres pensées sur cette question par un artifice, j'ai décidé de reporter ma décision finale. Ce soir-là, alors que nous nous préparions à nous coucher, j'ai abordé le sujet, cherchant son conseil. « Chérie, je me retrouve face à un choix incroyablement difficile et j'ai vraiment besoin de tes conseils », ai-je commencé avec prudence. Faisons comme si j'avais surpris une conversation aujourd'hui. Lorsque j'ai expliqué la situation à Stella, l'informant de la découverte d'un fait d'infidélité dans notre entourage, son expression a trahi une incertitude initiale. « Que devrais-je faire » ai-je demandé sérieusement. Dénoncer le tricheur? Devrais-je ressentir de la colère envers lui? Stella a réfléchi un instant, considérant attentivement les diverses circonstances qui pourraient accompagner une telle situation. Eh bien, a-t-elle commencé lentement. Cela peut dépendre des circonstances spécifiques. C'est peut-être une erreur unique ou une erreur commise sous l'influence de l'alcool. Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. Sentant le besoin d'éclaircissements supplémentaires, j'ai suggéré quelques scénarios alternatifs pour faciliter la discussion. Disons, par exemple, que c'est notre ami de Justine. Imagine qu'il ait dragué une femme dans un bar et que ce comportement ne soit pas unique. Il a déjà trompé auparavant. Devrions-nous fermer les yeux sur cela et l'ignorer, ai-je demandé, désireux de connaître son opinion. La gravité de la situation planait dans l'air tandis que je considérais les options d'action possibles. Suite à une prise de conscience soudaine, Stella s'est redressée brusquement dans le lit, serrant fermement le téléphone. « Bâtard » a-t-elle grogné avec colère. Il était évident qu'elle estimait nécessaire d'agir immédiatement et de parler à Olivia de la trahison. Instinctivement, j'ai délicatement pris son téléphone et j'ai dit « Laisse-moi m'en occuper, chérie. C'est ma responsabilité. » Des doutes ont surgi dans l'esprit de Stella quant à la justesse de notre décision. « Es-tu sûr que c'est la bonne chose à faire? Et si ?» a-t-elle demandé sans hésitation. J'ai répondu avec assurance, « Oui, j'en suis sûr. J'espère qu'Olivia mettra ce bâtard à la porte. » Stella m'a regardé. Les yeux brillants de détermination. « Et nous ne le laisserons pas vivre avec nous, confirma-t-elle. »« D'accord. Il peut trouver un autre endroit pour lui-même. »« Je ne veux pas héberger une tricheuse dans ma maison, dit fermement Stella. Heureusement, la chance était de mon côté. Justine décrocha le téléphone. « Salut, c'est ton beau-frère adoré. » Je commençai par un profond soupir. Justine répondit avec un léger sens de l'humour. « Tu es mon seul beau-frère, alors je suppose que par défaut tu es mon préféré. Qu'est-ce qui est si important pour que tu appelles si tard ?» Prenant une profonde inspiration, je continuai avec prudence. « J'ai surpris une conversation aujourd'hui et j'ai de très mauvaises nouvelles pour toi. C'est la nouvelle qui va détruire ton monde. Je l'ai prévenu. Malheureusement, ta moitié n'est pas tout à fait irréprochable. Pour être honnête, ton conjoint te trompe. C'est arrivé pas plus tard qu'hier. » Il y eut un silence au téléphone pendant que Justine méditait cette terrible déclaration. Quand il parla enfin, sa voix était à peine audible. L'incrédulité résonnait dans ses mots. « Je n'arrive pas à y croire, parvint-il à dire. » Le doute éclaira son ton. « Es-tu sûr qu'il s'agit de mon Olivia ?» Confirmant ses pires craintes, je répondis.
Oui, je l'ai entendu directement de sa bouche. Appeler cela une confession serait une exagération. C'était plutôt une fanfaronnade dénuée de tout remords. Exprimant mon regret, je lui dis, je suis vraiment désolé d'être le porteur d'une si terrible nouvelle. Je crois que tu géreras cela à ta manière. Mais souviens-toi, n'hésite pas à nous contacter si tu as besoin de soutien ou de quelqu'un à qui parler. Nous t'aiderons, toi et les enfants. Justine me rassura, mais avant que je puisse prononcer un mot, il raccrocha. Stella me regarda tristement, les larmes aux yeux. Je suis si fière de toi, chérie, murmura-t-elle. Sa voix était remplie de tristesse et d'admiration. Submergée par l'émotion, elle demanda, serre-moi dans tes bras, s'il te plaît. Je me sens si perdu et effrayé. La serrant dans mes bras, je la balançai doucement d'avant en arrière, lui offrant du réconfort face à l'incertitude. Après un moment de calme, je posai la question qui ne m'avait pas quitté l'esprit. Tu penses qu'il devrait peut-être voir un thérapeute ? Demandai-je, intéressé par leurs éventuelles actions futures. Stella se sentit fatiguée et marmonna d'une voix endormie. Je ne pense pas que cela changera quoi que ce soit. Celui qui a trompé une fois trompera toujours. Réalisant l'amère vérité dans ses paroles, je murmurai doucement, tu as raison. La sonnerie du téléphone me réveilla, et je répondis d'une voix endormie, essayant de parler doucement pour ne pas déranger Stella. Oui, salut, marmonnai-je, étouffant un bâillement. Une vague de colère déferla à l'autre bout du fil alors que la voix furieuse d'Olivia s'en prenait à moi, exigeant des réponses. Espèce de salaud. Que as-tu dit à Justine, cracha-t-elle. Je répondis calmement. Je lui ai dit la vérité, Olivia. Rien que la vérité. Je jetai un coup d'œil à Stella, qui était déjà complètement réveillée et me regardait avec un mélange d'inquiétude et de détermination. Rassemblant mes pensées, je continuai. Stella et moi en avons discuté ce soir et sommes arrivés à la conclusion qu'il valait mieux être honnête, aussi difficile que cela puisse être. Il y avait du venin dans la voix d'Olivia. Je n'arrive pas à croire que ma propre sœur puisse me trahir. En réponse, je dis fermement, eh bien, parfois la vérité éclate, même de sources inattendues. Elle était sur le point de le lui dire elle-même, mais je lui ai pris son téléphone. Nous étions tous les deux d'accord pour dire que les tricheurs devraient être tenus responsables de leurs actes, quelles qu'en soient les conséquences. Les larmes d'Olivia commencèrent à couler de manière incontrôlable, et elle avoua en sanglotant. Justine m'a jeté hors de la maison. Inébranlable dans ma position, je répondis. Si tu as été mise à la porte de la maison, alors c'est une punition bien méritée. Olivia supplia désespérément. Mais que dois-je faire ? Où dois-je aller ? Puis-je venir chez vous ? Avec regret, mais avec une ferme détermination, je répondis. Hors de question. Stella et moi en avons discuté aussi et nous n'avons pas la moindre intention d'accorder l'asile à une traîtresse. Tu dois te sortir de cette situation toi-même. Je n'arrive pas à croire que ma sœur dirait ça. Elle-même, s'exclama Olivia, ne croyant visiblement pas ses oreilles. Elle chercha conseil. Je me tournai vers Stella avec une question. Stella, qu'allons-nous dire à une tricheuse qui demande à nous rendre visite après avoir été mise à la porte ? Avec un sourire malicieux aux lèvres, Stella se pencha vers le haut-parleur du téléphone. Il y avait un soupçon de satisfaction dans sa voix alors qu'elle déclarait avec défi, « Je ne veux pas voir une tricheuse chez moi. » Va-t'en. Je remis rapidement le téléphone à mon oreille, décidant de parler au nom de nous deux. Considère ceci comme un message de notre part à tous les deux. Je commençai fermement, précisant que je ne dirais ces mots qu'une seule fois. Dès lors, tu ne faisais plus partie de notre vie. Reste loin de nous. Ne viens pas et n'appelle pas, dis-je fermement et j'interrompis brusquement la conversation. Stella se blottit contre moi et nous cherchâmes du réconfort dans les bras l'un de l'autre. Je suis fier de toi, chérie, murmura Stella, exprimant son admiration pour la façon dont j'avais géré la situation. Finalement, la fatigue nous submergea et nous nous endormîmes paisiblement. Mais le matin apporta la tempête inévitable. Comme le dit le vieil adage scandinave, les choses ont dégénéré. Heureusement, nos enfants dormaient encore paisiblement. Le père de Stella appela tôt le matin, et Stella répondit avec hésitation. Il y avait de la colère dans sa voix. Il criait après sa fille. Une vague d'anxiété submergea Stella et son sourire autrefois éclatant s'effaça, remplacé par l'angoisse. Les larmes coulaient sur le visage de Stella alors qu'elle terminait l'appel téléphonique. Que as-tu fait ?
Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, la voix pleine d'angoisse. Sentant sa confusion, j'intervins doucement. Non, mon amour, ce n'est pas seulement moi. C'était notre décision commune. Nous avons discuté de la possibilité de demander conseil et de rompre les liens avec la trompeuse, ce que tu as suggéré, et j'ai pleinement approuvé. Stella sembla stupéfaite. Mais tu as dit que Justine avait trompé Olivia. Me calmant, j'expliquai en guise d'argument que j'avais mentionné un scénario hypothétique où Justine aurait dragué une femme dans un bar. Je n'avais pas affirmé qu'il avait réellement trompé Olivia. Après avoir réfléchi à la situation, je posai la question provocante, en tout cas, en quoi la trahison potentielle de Justine diffère-t-elle de l'infidélité d'Olivia? Eh bien, Olivia est ma sœur, répondit Stella, la défendant. Je parus déçu. Alors, tu dis que tu peux la tromper parce que c'est ta sœur? Est-ce une sorte d'exception familiale? Devrais-je m'inquiéter? Stella resta sans voix un instant, semblant incapable de trouver quoi dire. Prenant une profonde inspiration, je continuai sans équivoque, exprimant mon opinion. Chérie, soyons clairs. Ta sœur est un mauvais exemple pour ses enfants. Je ne veux pas qu'elle soit près d'eux, et je ne veux pas que tu aies quoi que ce soit à faire avec elle. Elle n'a pas sa place dans notre maison ni près de nos enfants. Cette conversation cruciale eut lieu il y a 3 ans. Bien que Stella ait parfois rencontré sa sœur en secret, c'était un tabou tacite dans notre maison. Le fait qu'elle ait secrètement rendu visite à Olivia pendant que j'étais absent de la maison ne m'a pas surpris, et j'ai accepté que notre relation reste tendue. Mais avec le temps, Justine a réussi à surmonter la situation et a commencé un nouveau chapitre de sa vie, se préparant à se remarier. Parallèlement à sa constance, mon ressentiment envers Olivia s'est également dissipé. À vrai dire, j'ai simplement cessé de me soucier de sa présence et j'ai trouvé de la joie dans son absence. Tournant mon attention vers Stella, je lui demandai doucement, « Stella, nous devons résoudre ce problème. Ce n'est peut-être pas un sujet très agréable, mais si nous le clarifions, nous nous sentirons plus légers. » Je supposais que Stella devait se sentir coupable de m'avoir trompé, même si j'avais déjà atteint le point où je m'en moquais. Plus tard cette nuit-là, alors que je m'endormais, mon ESPR. Il troublé créa un cauchemar qui reflétait mes peurs les plus profondes. Je me tenais sur scène devant une foule immense d'au moins 1000 participants au congrès. Ils m'apparaissaient comme des personnes sans nom, comme une masse anonyme attendant ma conversion. Prenant une profonde inspiration, je commençai à me produire. La recherche a mis en lumière 2 types de personnes différents dans le domaine de l'utilisation des mouchoirs. Je commençai à m'adresser à l'auditoire attentif. Il y a les négationnistes, ceux qui ne prêtent pas attention au fait qu'ils se mouchent, se débarrassant des mouchoirs sans regarder, et il y a ceux qui affrontent la réalité de face. Intrigué, je poursuivis mon discours, approfondissant le comportement de ces 2 groupes. Le premier groupe, les négationnistes, expliquai-je, se mouchent et jettent un mouchoir sans réfléchir. Ils préfèrent ne pas affronter la réalité en eux-mêmes. Soudain, quelqu'un dans la foule agita frénétiquement la main, attirant mon attention. C'était Henri, le patron de Stella. Curieux, je me tournai vers lui. Oui, Henri. Que voudriez-vous partager? Un sourire malicieux jouait sur ses lèvres. Eh bien, laissez-moi vous montrer, Victor, comment faire face à la réalité, dit-il. À ma surprise, Tom Davison, qui était assis juste derrière Henri, se leva avec un sourire effronté et ajouta, « Moi aussi, Victor. Je confesse avoir aussi trompé ta femme. » Stupéfait, je regardai autour de moi. Mais ensuite, un autre homme que je ne connaissais pas se joignit à nous, proclamant « Je suis le 3e. » Des rires éclatèrent dans toute la foule, envahissant la salle. Cependant, l'homme inconnu expliqua rapidement « Non, pas vraiment. J'ai juste toujours voulu dire ça. » De légers rires remplirent l'espace, créant un moment de divertissement général. Une mer de visages inamicaux souriait, me forçant à me lever brusquement du canapé. Mince, marmonnai-je, essuyant la salive de mon visage et rassemblant mes pensées. En regardant ma montre, je réalisai qu'il était déjà minuit. J'avais dû dormir pendant plus d'1 heure. La pensée me traversa l'esprit. Il m'est venu à l'esprit que Stella aurait pu rentrer à la maison pendant mon sommeil, peut-être inconsciente de ma présence puisque je n'y étais pas attendu. Me dirigeant d'un pas rapide vers la chambre, j'y suis entré mais n'ai trouvé aucune trace. Puis il m'est apparu qu'elle était très probablement avec sa sœur Olivia. Envisageant de contacter Olivia pour savoir où se trouvait Stella, j'ai hésité,
mais il m'est alors venu à l'esprit que si je connaissais l'adresse d'Olivia, il faudrait que j'agisse dans le dos de Stella pour l'obtenir. Me rappelant que j'allais chercher les enfants d'Olivia à un certain endroit, j'ai pensé que j'avais peut-être encore le numéro de téléphone d'Olivia. Alors que je m'apprêtais à chercher dans la liste de contacts, j'ai remarqué l'icône de l'application localiser mon téléphone sur mon smartphone. Un an auparavant, je l'avais installé sur nos deux téléphones après avoir perdu le mien lors d'un voyage de Chicago à Minneapolis. Conscient de ses capacités, j'ai rapidement ouvert l'application. Quelques secondes plus tard, j'ai reçu les données de localisation du téléphone de Stella, Lake Forest. Perplexe, j'ai demandé, que pourrait-elle faire là-bas? Olivia, au contraire, connaissait des difficultés financières, elle pouvait donc difficilement se permettre d'acheter ou même de louer un chalet à Lake Forest. La situation devenait de plus en plus mystérieuse. Lake Forest était réputé pour être une résidence exclusive, et le coût des chalets dépassait de loin celui de notre modeste maison. À l'aide de Google Earth, j'ai soigneusement déterminé l'emplacement exact de Stella. Il s'est avéré qu'elle se trouvait dans un domaine isolé, entouré d'un impressionnant mur de pierre. Cette découverte m'a laissé perplexe. Que pouvait bien faire Stella dans un domaine de millionnaire aussi luxueux? La distance entre Lake Forest et notre ville était d'1 heure de route, mais le besoin de découvrir la vérité m'a forcé à agir. En même temps, je comprenais qu'une conversation directe avec elle mènerait très probablement à un mensonge ou à une évasion. J'avais besoin de recueillir des preuves irréfutables avant d'entamer une conversation. Aussi hésitant que je fusse, submergé par des émotions violentes, je me suis rapidement dirigé vers la voiture, en route pour Lake Forest. Je me suis reproché inlassablement d'avoir refusé d'accepter la possibilité du pire de la part de Stella. Le regret m'a envahi quand j'ai réalisé que j'aurais dû vérifier le localisateur GPS de son téléphone dès le début plutôt que de chercher des excuses à ses mensonges. L'incertitude troublait mes pensées alors que je roulais vers Lake Forest, ne connaissant pas mes intentions et avec un sentiment évasif d'espoir pour une explication simple. Nerveusement, je me suis dirigé vers le manoir où se trouvait Stella, et le poids de l'attente pesait lourdement sur moi. Devant moi se trouvait un portail massif qui bloquait l'accès direct au domaine où se trouvait Stella. Je n'allais pas me rendre à la maison et sonner, montrant ma présence à la recherche d'une femme. Après avoir évalué la situation, j'ai réalisé que se garer au bord de la route attirerait une attention indésirable et pourrait entraîner l'apparition de gardes de sécurité ou de représentants des forces de l'ordre dans ce village d'élite. Après avoir roulé un peu, je suis tombé sur un modeste chemin en bois où j'ai prudemment garé la voiture. Quand je suis sorti de la voiture, j'ai été submergé par l'incertitude. Comment vais-je contourner ce mur imposant qui se dresse entre moi et la vérité? Et puis il m'est venu à l'esprit que le domaine est adjacent au lac, ce qui signifie qu'on peut l'approcher de ce côté. Avec une détermination renouvelée, je me suis dirigé vers le rivage du lac. Mon cœur battait fort à l'idée de trouver l'entrée du domaine par ce côté. Trouvant un sentier menant au lac, je me suis prudemment dirigé vers le rivage. Ne sachant pas dans quel immense chalet se trouvait Stella, je comptais sur une vérification répétée du localisateur GPS. Finalement, je suis arrivé à un luxueux manoir où plusieurs lanternes brillaient encore au 2e étage. Mais au rez-de-chaussée, il faisait semi-obscur. Un seul rideau restait ouvert et une lumière chaude en émanait. À la recherche d'un point d'observation, je suis tombé sur un arbre robuste et j'ai grimpé assez haut pour regarder à l'intérieur. Mon regard est tombé sur un homme en peignoir éponge blanc, mais je l'ai à peine reconnu. L'homme, qui semblait plus âgé que moi, a rapidement disparu de ma vue. Un instant plus tard, une femme est apparue, confirmant instantanément mes soupçons. C'était Olivia, debout dans une robe de chambre ouverte, sirotant du champagne dans un verre. Je ne pouvais nier qu'à son âge, elle était encore attirante. Les fragments ont commencé à former un tout, et j'ai réalisé que Stella était vraiment avec sa sœur. Cette découverte ne m'a pas surpris. Connaissant les conséquences financières du divorce, on pouvait supposer qu'Olivia chercherait un partenaire riche. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser que Stella avait été entraînée dans un mode de vie que je n'approuvais pas et que je ne voulais pas pour elle. Alors que les événements se déroulaient sous mes yeux, j'ai été témoin d'une scène qui ne m'a pas laissé indifférent. L'homme que j'avais vu au début s'est approché d'Olivia. Ses mains exploraient audacieusement son corps. Puis il lui a pris le verre de champagne, le jetant imperceptiblement de côté. Je devais descendre de l'arbre et détourner le regard de cette exhibition intime de l'attrait de ma belle-sœur. Ma sensibilité était sujette aux idées anciennes où l'amour et l'intimité étaient entrelacés comme les éléments les plus importants d'une véritable union entre un homme et une femme. Ce que j'observais me semblait complètement dépourvu d'amour,
manquant du lien et de l'affection que je chérissais. Même si je n'aimais pas Olivia, je ne souhaiterais à personne une existence aussi destructive et vide. Me sentant un peu mal à l'aise face au spectacle qui se déroulait devant moi, j'ai pensé à descendre de l'arbre. Mais quand le couple s'est éloigné de la fenêtre, j'ai croisé le regard de Stella. Elle était assise sur un canapé au loin, et son visage était orné d'un sourire stupide et ivre. Mon cœur s'est serré, glacé de perplexité. Sa robe de chambre était ouverte, révélant une vue qui scellait le destin de notre mariage. Sous le choc croissant, j'ai fait un pas en arrière hésitant, mais j'ai perdu pied et je suis tombé de l'arbre. Les branches se sont brisées, amortissant le coup, et heureusement, je m'en suis sorti avec des blessures mineures. Dans un état second, je me suis relevé. Me sentant comme un vieil homme sous le poids de ce que j'avais vu. J'ai commencé à errer sans but comme un zombie perdu dans un monde désert. Les larmes aux yeux, j'ai à peine réussi à atteindre la voiture, boitant, reflétant la douleur profonde qui imprégnait mon être. Ce n'est pas tant la chute physique de l'arbre qui m'a fait mal, mais la perte émotionnelle du bonheur et la perte d'un être cher. Dans ces minutes angoissantes, la pensée de faire irruption dans le chalet, de défoncer la porte et de laisser éclater tout ce qui se passait à l'intérieur m'a traversé l'esprit. Mais la triste réalité de plusieurs années passées en prison pour effraction et agression a rapidement éteint ce désir. La nuit, avec mes pensées, un tourbillon d'émotions faisait rage en moi. Le déni ne pouvait plus me protéger. J'étais confronté à l'implacable vérité sur fond d'un sentiment accablant de la gravité de la perte. J'étais submergé par une profonde tristesse accompagnée d'une colère bouillante. Mais je comprenais à quel point il était dangereux de laisser cette colère me consumer. Sachant que cela ne ferait que ruiner davantage ma propre vie. Au fond de moi, je savais que, quelle que soit ma colère, je ne me rabaisserais jamais à faire du mal physique à Stella. Alors que les événements se déroulaient, j'ai considéré les options possibles. L'une des options les plus faciles serait de rentrer à la maison, de faire mes valises et de la quitter. Si nous vivions dans un état sans faute des époux, si nos revenus étaient séparés et si nous n'avions pas d'enfants à charge, alors le processus de divorce se déroulerait très probablement sans heurts. Nous partagerions simplement les biens à parts égales et nous nous dirions adieu. Mais malgré une telle simplicité, une partie de moi aspirait à la rétribution. Un sentiment de justice. Le désir de me venger un peu ne me quittait pas, me poussant à aller de l'avant. Une idée audacieuse s'est emparée de mes pensées. Et sans hésiter, j'ai décidé de profiter de l'instant et de voir comment tout cela allait tourner. Serrant fermement le téléphone, j'ai composé le numéro de Stella, m'attendant à ce qu'elle ne réponde pas et que je sois redirigé vers sa messagerie vocale. J'espérais qu'elle vérifierait sa messagerie vocale immédiatement, juste au cas où. « Salut, chérie », ai-je commencé à projeter ma voix sur l'enregistrement du répondeur. « Tu n'as pas répondu à ton téléphone fixe, alors je t'appelle sur ton portable. Je voulais te prévenir de ne pas paniquer quand tu entendras le son de mes clés dans la porte dans quelques minutes. » Au milieu du chaos d'un blizzard perturbant notre vol et de l'incertitude de l'heure d'arrivée, j'ai préparé un message pour Stella. C'était une soirée folle, j'ai commencé à énumérer les difficultés que nous avions rencontrées. Notre avion a été détourné vers Cincinnati, mais maintenant on nous renvoie enfin à la maison. Ils ne savent pas exactement quand nous allons atterrir, mais je devrais être à la maison dans environ 30 minutes. À bientôt. Sachant que Stella allait recevoir une notification d'un nouveau message vocal, la curiosité et l'anxiété la rongeraient sans doute jusqu'à tard dans la nuit. Il était inhabituel de laisser un message à une telle heure, ce qui ne faisait qu'intensifier l'intrigue. Je l'imaginais saisir son téléphone, se rendant à sa boîte vocale avec anticipation. Espérant que la chance serait de mon côté, je priais silencieusement pour que Stella soit suffisamment ivre et ne prête pas attention au fait que je ne pouvais pas utiliser mon téléphone portable dans l'avion. La panique grandissait en elle. Elle réalisait qu'elle pourrait bientôt être prise dans son piège insidieux. Dans une rage folle, elle pensait probablement à la façon de me devancer le plus vite possible et de rentrer chez elle, s'habillant hâtivement et répondant aux questions de sa sœur et de son amant. Mes pensées furent soudainement interrompues par mon propre téléphone qui sonnait. Me tirant de ma rêverie. Sans penser aux conséquences, je me hâtai de répondre, comprenant instinctivement qu'elle cherchait peut-être à déterminer l'heure de mon arrivée. « Salut, chérie », commençai-je d'une voix fatiguée. « Je suis désolé si je t'ai réveillé. »« Ça va », répondit-elle, s'efforçant de garder un ton neutre. « Je rentre à la maison. J'y serai dans environ 1 heure. » À quelques minutes près. Stella confirma ma réponse d'un simple « d'accord », puis mit fin brusquement à la conversation.
Bientôt, je vis une voiture sortir des grilles de la propriété et s'engouffrer sur l'autoroute. Mon cœur s'arrêta quand je la vis conduire imprudemment, manquant de peu de glisser dans un fossé. Il devint clair qu'elle était dans un état d'ébriété alcoolique bien plus avancé qu'il ne m'avait semblé au premier abord. Ma colère et ma frustration s'accrurent, mais je réalisai rapidement que ces actions pouvaient avoir de graves conséquences. Non seulement pour elle-même, mais aussi pour des inconnus innocents sur la route. Aussi contrarié que je fusse, je ne pouvais accepter l'idée que sa vie, en tant que mère de mes enfants, fût en danger. Ayant décidé d'assurer sa sécurité, je décidai de la suivre, prêt à intervenir si nécessaire. Malgré le ressentiment qui montait en moi, pensant rapidement, je composai le 911 et ma voix se fit exigeante lorsque je dis à l'opérateur « Je veux signaler un conducteur imprudent ». La voiture a failli entrer en collision avec la mienne, puis a accéléré et a commencé à zigzaguer dangereusement, expliquai-je. Le conducteur vient de s'engager sur le côté sud de l'autoroute à Lake Forest. C'est une Honda Accord bleu foncé, et j'ai réussi à mémoriser les 4 derniers chiffres de la plaque d'immatriculation. Quelqu'un doit arrêter cette voiture avant que son conducteur ne cause des dommages. L'opérateur me remercia de mon aide et m'assura qu'une voiture de patrouille serait envoyée pour intercepter le conducteur. Gardant une distance de sécurité, je continuai à suivre Stella, naviguant prudemment dans le flux de la circulation. 2 sorts. US plus loin, je vis qu'une voiture de patrouille s'approchait de sa position de loin. Je remarquai une voiture de patrouille garée sur le pont, face à l'autoroute. Dès que la voiture de Stella fut en vue, la voiture de patrouille accéléra brusquement, ses lumières clignotantes lui faisant signe de s'arrêter. Je l'ai dépassée, éprouvant un mélange d'émotions. Du soulagement mêlé à un profond sentiment de tristesse. 45 minutes plus tard, je rentrai chez moi. Le poids des événements de cette soirée pesait sur moi. Cela semblait presque ironique, mais en même temps, une tragédie indéniable. En une seule nuit, la vie d'une femme que j'aimais profondément pouvait être réduite à une simple conséquence. Une sombre prise de conscience s'installa en moi, me faisant penser que les actions de Stella auraient pu entraîner sa mort dans un accident de voiture et la peine et la souffrance subséquente de mes enfants. Je fis une pause de réflexion pour laisser libre cours à mes craintes. Réalisant la fragilité et la préciosité de la vie, mon amour pour Stella n'était plus pris en compte dans la décision que je prenais. Ce n'est pas que j'ai cessé de l'aimer, mais que je ne pouvais plus imaginer un avenir ensemble. Prenant des mesures drastiques, j'éteignis le téléphone fixe et mon portable. J'avais besoin d'intimité pour mettre mes pensées en ordre. En repensant aux heures passées à chercher une explication à la tromperie de Stella, je réalisais que l'explication la plus évidente m'avait sauté aux yeux tout ce temps. Déçu de moi-même, j'ouvris une bouteille de whisky et réfléchis à la suite des événements. Pendant de nombreuses années, j'avais cru que mon amour pour Stella vieillirait comme un bon vin et atteindrait finalement son apogée. Maintenant confronté à la réalité que notre relation avait tourné au vinaigre, je me retrouvais face à la question difficile de savoir quoi faire ensuite. Tandis que le whisky coulait et que la nuit avançait, je cherchais clarté et direction parmi les émotions contradictoires qui me consumaient. L'amour qui coulait autrefois entre nous semblait maintenant s'être transformé en vinaigre amer, me laissant dans une douleur atroce. L'ampleur de sa trahison me frappa au plus profond de moi. Mais j'étais tourmenté non seulement par la trahison elle-même, mais aussi par la prise de conscience que notre amour était perdu. Cet amour m'avait défini au cours des 26 dernières années, dont 24 vécues en tant que mari et femme. Sans elle, je me sentais à la dérive comme une âme perdue, dépourvue de but et de conscience de soi. Pouvais-je survivre sans cet amour? La douleur grandissait de plus en plus, me forçant à envisager de mettre fin à la souffrance. Peut-être trouver du réconfort dans les profondeurs sous le bord du pont. Je n'avais jamais pensé que je devrais vivre sans Stella. La perspective de recommencer une nouvelle vie me semblait insurmontable, et le chemin était plein d'incertitudes. Comment planifier sa vie sans une personne qui est devenue tout pour vous? Face à une réalité si effrayante, j'étais perdu, ne sachant par où commencer. L'idée de prendre des décisions sans consulter semblait maintenant impensable. La simple vérité était que la famille avait toujours été au centre de ma vie. Je pesais soigneusement chacun de mes choix, tenant compte du bien-être et du bonheur de ma femme et de mes enfants. Même notre vie sociale tournait autour des besoins de notre famille. Ainsi, je communiquais peu avec mes collègues et d'autres personnes. Bien que j'assistais aux événements professionnels obligatoires tels que la fête de Noël annuelle, ma priorité était toujours de rentrer rapidement à la maison. Le nombre de fois où j'ai dépassé ces obligations se comptait sur les doigts d'une main au cours des 10 dernières années,
et je me rappelais ces rares occasions où nous avions rencontré des collègues. Mais maintenant que les enfants étaient partis, il n'y avait plus que Stella et moi. Et maintenant, je me retrouvais seul, plongé dans ma tristesse. Je n'avais personne à aimer, personne sur qui compter. Pour la première fois de toute mon existence, la solitude était devenue ma compagne indésirable. Pourquoi a-t-elle choisi de s'égarer? Pourquoi me tromper si un simple divorce aurait été plus douloureux, mais en même temps plus respectueux de ces années et de ces moments joyeux que nous avons vécus ensemble? Quand a-t-elle cessé de m'aimer, exactement? N'a-t-elle toléré notre relation que jusqu'à ce que nos enfants grandissent et partent? Quand son attention et sa tendresse ont-elles disparu? Quand nos enfants sont partis pour leur propre voyage, j'y ai vu une opportunité d'investir davantage dans Stella et notre relation, mais je ne savais pas qu'elle y voyait la fin de notre chemin commun. J'ai constaté qu'un étranger était constamment auprès d'elle. Cela indiquait qu'ils étaient à l'aise l'un avec l'autre, ou peut-être à quelle facilité la tromperie s'était immiscée dans nos vies. Stella et S. Mon amour me laissait dans l'isolement, sans amour. Cela me rendait évident que nous n'étions plus un couple. Au milieu du désespoir, ma douleur devint un lien avec la vie pour moi. Elle servait de rappel douloureux de ce que j'avais perdu, des meilleurs moments que nous avions partagés, et surtout, de la présence de nos enfants. Dans ce moment d'obscurité, mes enfants devinrent mes sauveurs, m'illuminant de la lumière de l'espoir. Mon estime de moi avait tellement chuté que je n'avais pas la force de me tirer de l'abîme du désespoir. Mes enfants vinrent à mon secours. Le simple fait de penser à eux me donna une faible lueur de conservation de soi. Bientôt, Derek et Nathalie allaient entreprendre leur propre voyage pour fonder leur propre famille. Pour me protéger de la vague de chagrin imminente, je réalisais que je devais prendre mes distances avec tout cela. Ce n'était pas une tâche facile, mais elle était remplie de douleur. Je comprends que je garderai toujours le souvenir de Stella, de la façon dont je l'ai aimée, et qu'en même temps je me souviendrai toujours d'elle avec un autre homme. Il fallait que je sorte de cette situation. Toute ma vie, je m'étais toujours contenté d'attentes modestes. Bien que mes parents n'aient pas été riches, j'eus la chance de grandir dans une famille où régnait une profonde affection. Les valeurs matérielles qui m'entouraient maintenant semblaient insignifiantes en comparaison. Après avoir réfléchi à tout ce qui m'appartenait, je réalisais que des vêtements, une voiture et un ordinateur portable étaient les seules choses qui valaient la peine d'être emportées. Plus j'y pensais, plus la sortie de cette situation difficile devenait claire. Je décidai de faire mes valises et de disparaître sans laisser de traces. Je ne voulais plus regarder la femme qui avait été autrefois le centre de mon univers. Le simple fait de la regarder ne ferait que me rappeler douloureusement ce que j'avais perdu et ce qui me faisait constamment souffrir à l'intérieur. Avec une détermination renouvelée, je me levai de mon siège, prêt à agir. Avec un sentiment d'urgence, je rassemblai à la hâte plusieurs sacs et commençai à emballer des vêtements. Étonnamment, le tout ne prit que 30 minutes. Bientôt, je chargeai mes affaires dans la voiture. Il était un peu moins de 6 heures du matin quand j'eus enfin fini de faire mes bagages. Épuisé mais apaisé, je décidai de faire une petite sieste, certain que Stella dégriserait encore jusqu'à tard dans la matinée. Quand je fermai les yeux, des pensées me vinrent à l'esprit, je devais tout recommencer. Le réveil de mon téléphone me tira de mon sommeil à 9 heures du matin. Sans tarder, j'organisai une rencontre urgente avec un avocat. Après cela, j'allai sous la douche pour, une fois de plus, laver symboliquement les vestiges du passé. Le cœur lourd, j'ôtai mon alliance et la déposai solennellement sur la table à côté du téléphone. Ce dernier acte marqua le début de mon voyage vers un nouveau chapitre de ma vie, dans lequel je cherchais la libération personnelle et le bonheur. Je pris la difficile décision d'exprimer ma déception dans une lettre adressée à Stella. Bien que nous ayons atteint un point où la conversation semblait inutile, j'avais besoin d'extérioriser mes émotions. Stella, je suis triste d'admettre que je te vois maintenant suivre les traces de ta sœur sur le chemin de la promiscuité imprudente et de la solitude qui l'accompagne souvent. C'est peut-être un trait héréditaire, un triste héritage. Au moment où tu lires. Après cela, je me serai complètement exclu de ta vie afin de ne plus jamais croiser ton chemin. L'ampleur de ta trahison m'a fait frissonner d'une douleur que je n'aurais même pas pu imaginer. L'intensité de ma souffrance est incommensurable. Malgré tout cela, je suis reconnaissant pour les 24 années de bonheur que nous avons vécues ensemble et pour les 2 beaux enfants que tu m'as donnés. En essayant d'être juste et honnête, je serai bref dans cet adieu. Puisses-tu retourner dans les bras de ton bien-aimé le plus tôt possible, laissant derrière toi notre famille brisée. J'ai une soif ardente de justice, celle que tu n'as pas pu me procurer lorsque tu t'es lancé dans tes aventures dissolues.
As-tu obtenu une vengeance convenable pour tes actions? L'homme avec qui tu étais, à en juger par la grandeur du manoir, était très riche. Je ne souhaite plus te voir me parler. Nous n'avons plus rien à discuter. Toute la procédure nécessaire sera gérée par nos avocats et je te demande de signer les papiers du divorce sans délai. Quant à la raison de notre séparation, cela n'a aucune importance. À 10 heures du matin, j'étais à la banque. J'ai abordé de manière responsable le remboursement de notre dette commune de carte de crédit et j'ai rapidement annulé les comptes. Ayant rapidement pris des mesures, j'ai visité la banque et j'ai demandé à effectuer un retrait en espèces pour la totalité de nos économies et de nos titres. De plus, je me suis assuré et qu'il restait suffisamment de fonds sur le compte courant pour payer le prêt immobilier et les factures de services publics pour les 2 prochains mois. Faisant un autre pas vers l'indépendance, j'ai retiré mon nom du compte joint. En quittant la banque, je transportais un chèque conséquent d'environ 250 000 $. Avant midi, je suis arrivé au travail, surprenant mon directeur d'usine, qui s'attendait à ce que je sois à Milwaukee. Quand je lui ai annoncé la nouvelle de ma démission immédiate et de mon déménagement, sa surprise s'est accrue. Notre relation a une signification unique qui dépasse la relation typique employeur-employé. Mon directeur d'usine occupe son poste actuel parce que j'avais refusé une promotion. Au début, il n'était pas content et il me devait une fière chandelle. Mais lorsqu'il a divorcé il y a 2 ans, je lui ai dit que c'était la raison de ma décision de refuser la promotion. Depuis, notre relation a évolué d'une relation traditionnelle de patron à employé vers une relation de partenariat égalitaire. Écoute attentivement, commença-t-il. Je comprends ton désir de démissionner et je suis prêt à l'accepter, mais au lieu de te licencier par le biais du service des RH et de te faire un chèque pour ton 401K, je te propose une solution alternative. J'ai une opportunité intéressante pour toi dans notre usine nouvellement créée en Indiana. Il suggéra, bien que le salaire puisse être inférieur à celui de ton poste actuel, j'ai entendu dire qu'il y a des options de logement abordables là-bas qui te permettront de te procurer un logement décent à un excellent prix. Nous avons scellé notre accord par une poignée de main, et il a accepté de faire savoir que j'avais volontairement quitté mon emploi. L'étape suivante fut de rendre visite à mon avocat et de lui expliquer ma décision de me séparer de Stella. Simplement et clairement, je lui ai demandé de lui remettre les papiers du divorce et d'établir une procuration lui permettant de vendre la maison, ce qui représente 50% de notre fortune totale. En réponse, mon avocat a essayé de me convaincre que la possibilité d'obtenir une consultation pouvait être considérée comme un scénario alternatif. Considérant qu'il était aussi un ami proche de la famille, mon avocat a rapidement réalisé quel changement m'attendait. Quand minuit sonnera, je serai dans une autre ville, dans un autre état, et sans femme, dis-je. Dans l'après-midi, je me suis mis en route, ressentant une fatigue irrésistible, ce qui m'a poussé à chercher un peu de repos. Vers 20 heures du soir, je suis tombé sur un motel assez ancien. Naturellement, on ne peut pas attendre grand-chose d'un établissement à 60 $ la nuit, mais tout ce dont j'avais besoin était un endroit où je pouvais me reposer de la fatigue. J'ai composé le numéro de téléphone de Derek en utilisant un appareil jetable que j'avais acheté plus tôt exactement dans ce but. Bonjour Derek, l'ai-je salué lorsque la connexion a été établie. Il y avait de la curiosité dans sa voix. C'est quoi ce numéro, papa? Garde ce numéro, s'il te plaît, j'ai répondu, c'est mon nouveau numéro de téléphone. Au fait, y a-t-il des nouvelles de ta mère? Derek a répondu, non. Prenant une profonde inspiration, j'ai décidé d'être honnête avec mon fils. J'ai découvert hier que ta mère était infidèle, dis-je. Oh, papa, pas elle. Derek s'est lamenté, inquiet, il a demandé, et qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Avec une ferme détermination, j'ai parlé de ce que j'avais déjà fait. Tout est fait, Derek. J'ai fait mes valises, vidé mes comptes bancaires, en lui laissant suffisamment de fonds jusqu'à ce qu'elle vende la maison. J'ai quitté mon travail, et maintenant je pars vers le sud. J'en ai fini avec elle, ai-je dit fermement. Je lui donnerai la liberté de continuer ses activités avec sa sœur, mais elle ne sera plus ma femme. À la fin de cette semaine, les papiers du divorce lui seront remis, ai-je partagé, et le poids de la conversation a pesé dans le silence. Finalement, Derek a parlé, demandant, Nathalie est-elle au courant? J'ai dit, non, pas encore. Tout est arrivé si soudainement. Tu es la première personne à qui je le dis. Je ne suis même pas sûr que ta mère sache que je l'ai quittée. Elle n'était pas là quand je faisais mes valises. Je te tiendrai certainement informé, l'ai-je rassuré. Je t'appellerai régulièrement.
Je t'aime, mon fils. Derek a répondu, je t'aime aussi, papa. Prends soin de toi. Après avoir terminé la conversation, j'ai contacté Nathalie. La conversation fut empreinte d'une profonde tristesse. Mes enfants, le cœur lourd, ont appris la vérité sur l'acte de leur mère et comment cela avait affecté notre famille. Voyant quelle influence destructrice Olivia avait exercée sur sa famille, mes enfants, comme moi, ont essayé de comprendre comment leur mère pouvait nous causer la même douleur. J'étais sûr qu'Olivia avait influencé sa sœur à nous faire ça. Nathalie, toujours franche, a rompu le silence en demandant « Depuis combien de temps ça dure ?» Depuis combien de temps n'étions-nous plus assez pour elle? Je l'ai rassurée en lui disant que la durée et les raisons n'importaient plus. L'important est que je l'aimais, que je lui faisais confiance de tout mon cœur, et qu'elle a trahi cette confiance. Rien d'autre n'importait. Maintenant, s'il te plaît, ne t'inquiète pas, chérie, ai-je rassuré Nathalie. Je vais m'en sortir. Je suis incroyablement triste en ce moment, mais j'irai mieux avec le temps, surtout si je peux garder mes distances avec ta mère. J'ai ajouté que je lui donnerais ma nouvelle adresse et qu'elle pourrait venir me rejoindre dès que son année scolaire serait terminée. Quand j'ai fait cette promesse, les larmes me sont montées aux yeux. Je voulais que Nathalie sache qu'il y aurait toujours une place pour elle à mes côtés à Indianapolis. L'usine de transformation de viande d'Indianapolis était relativement petite et ne comptait que 30 employés. Alors, comment Stella pouvait-elle être déprimée si j'avais fait tout mon possible pour qu'elle puisse continuer à vivre sans ma présence? Son refus de divorcer me semblait une mesquinerie. Elle vivait une forme d'évasion de la réalité, du fait que ses actions avaient conduit à la désintégration de notre famille. N'est-ce pas? Pendant plusieurs heures, j'ai moi-même été dans un état de déni. Mais elle vivait dans un déni depuis 2 ans. Bien qu'elle sût que les enfants maintenaient un contact régulier avec moi, elle a utilisé ses enfants comme un moyen d'exprimer son remords pour ses actions. Grâce aux informations partagées par mes enfants, j'ai appris que c'était la première fois qu'elle se permettait, sous l'influence de sa sœur, d'entamer une relation intime avec un autre homme. Pour être honnête, j'avais du mal à le croire. Elle s'est excusée auprès des enfants, admettant que sa trahison était délibérée. Elle était parfaitement consciente des conséquences inévitables qu'entraînerait sa communication avec Olivia et son amant. Souvenant de cette soirée, elle a d'abord ressenti de la honte avec hésitation, mais ensuite, pour soulager sa culpabilité, elle a cédé à l'envie d'alcool. Ayant reçu un message vocal concernant mon retour imminent à la maison, Stella avait déjà terminé son rendez-vous. Croyant qu'une repentance à long terme de sa trahison et une déclaration d'amour l'aiderait à me reconquérir, elle a essayé de me le faire savoir par l'intermédiaire de nos enfants. Par leur intermédiaire, elle a essayé de me convaincre qu'elle était prête à tout faire pour me prouver son amour. Bien que je comprenne que nos enfants espéraient une réconciliation entre nous, je n'arrivais tout simplement pas à me résoudre à accepter une conversation avec Stella. La distance géographique entre nous était aussi un problème pour eux, car ils devaient faire un choix entre leur mère et moi. Stella a toujours été implacable dans sa quête pour découvrir ma localisation auprès de nos enfants. Tout ce qu'elle savait, c'est que je vivais dans l'un des États du Sud. Cela faisait presque 3 ans que je l'avais quittée. Et finalement, elle a réussi à découvrir où je me trouvais. Un jour fatidique, en quittant le travail, je l'ai vue rôder près du bureau. Je ne comprenais pas comment elle avait découvert la ville où je vivais maintenant, car j'avais essayé de garder cette information dans la plus stricte confidentialité. D'après ce que mes enfants m'avaient partagé, Stella était sûre qu'une rencontre personnelle suffirait à me faire changer d'avis. Mais j'étais déterminé à changer son opinion erronée. Rapidement et sans être remarqué, je me suis faufilé par la porte latérale, le cœur battant. Prenant le téléphone, j'ai composé le bon numéro, prêt à prendre les mesures nécessaires pour protéger ma tranquillité d'esprit. Salut, Ella. J'ai salué en appelant au téléphone. Tu te souviens quand je parlais de mon ex-femme? Eh bien, elle est ici et on dirait qu'elle peut me suivre jusqu'à la maison. Je voulais juste te prévenir. À bientôt. Mettant mon plan à exécution, j'ai délibérément marché dans le champ de vision de Stella, l'attirant intentionnellement à me suivre. Dès que je suis sorti du parking, Stella m'a rattrapé. Pour la désorienter, j'ai conduit un moment en ville, me suis arrêté à l'épicerie, puis je suis rentré chez moi. Quand je suis arrivé à la maison, je me suis garé. Au lieu des clés, la porte m'a été ouverte par Ella, une belle femme latino-américaine de 30 ans. Quelques instants plus tard, la sonnette a retenti. Ella, portant un bébé de 12 mois sur la hanche, est rapidement allée ouvrir.
De ma place dans la cuisine, j'ai observé la surprise de Stella à la vue d'Ella. « Bonjour, bienvenue. » Ella a salué avec un accent espagnol prononcé. « Comment puis-je vous aider ?»« Bonjour. J'aimerais parler à Victor, » a répondu Stella. À ce moment-là, Ella m'a appelé depuis l'embrasure de la porte. « Quelqu'un est venu vous voir. » Comme si j'étais pris par surprise, j'ai quitté la cuisine et j'ai laissé Ella me passer le bébé. « Maintenant, occupe-toi de ta fille pendant que je finis de préparer le dîner, » a dit Ella, sa voix douce et attentionnée. Prenant l'enfant dans mes bras, je me suis tourné vers Stella. « Eh bien, eh bien, eh bien. » J'ai commencé avec un mélange de surprise et d'ironie dans la voix. Je ne peux pas dire que je ne m'y attendais pas, mais c'est tout de même un choc. J'ai rencontré son regard, reconnaissant la situation. « Tu sais, Stella, je dois vraiment te remercier pour ce que tu as fait. Si tu ne m'avais pas trahi, je n'aurais jamais déménagé dans cette partie du pays. J'aurais vécu dans le froid, entouré de béton à Chicago. Mais maintenant, je suis ici, je vis une nouvelle vie, je vis des moments merveilleux avec Ella et notre petite fille, Esperanza. » Il y eut un silence larmoyant. Stella pleurait ouvertement. Les émotions éclataient enfin après tant d'années. Toutes les traces de tristesse et de colère se sont dissipées en moi. En tant que personne compatissante, j'ai eu un désir fugace de réconforter Stella, mais il est rapidement passé. J'étais ferme dans mon objectif. « Alors, Stella ?» J'ai demandé d'un ton ferme mais attentif. « Qu'est-ce que tu veux après presque 3 ans de silence ?» Elle a répondu dans un murmure à peine audible, et je me suis efforcé de saisir chaque mot. « Je dois m'excuser, » a-t-elle admis. « Pour te dire à quel point je suis désolé pour la douleur que je t'ai causée. Ce n'était pas toi. C'était ma propre stupidité. Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, je t'aimais alors, et je continue de t'aimer maintenant. Tu étais le meilleur mari et père qu'une femme puisse souhaiter, et je n'étais qu'une misérable. » Ces sincères excuses commençaient à m'affecter, mais j'ai compris qu'il était nécessaire de mettre fin à cette farce le plus tôt possible. « Eh bien, ça va, » ai-je répondu, feignant la joie. Comme on dit, tout cela est de l'eau sous les ponts. Je n'ai pas été obsédé par ces souvenirs depuis si longtemps que je peux sincèrement dire que je t'ai oublié. Regardant Esperanza, qui rayonnait de bonheur assise dans mes bras, j'ai dit en conclusion, « Je te souhaite sincèrement une vie heureuse, une vie remplie d'amour comme la mienne, » ai-je ajouté. Ma voix était empreinte de sentiments sincères. Les larmes coulaient sur le visage de Stella. Elle a murmuré quelque chose d'inintelligible, est venue vers moi avec hésitation, m'a serré dans ses bras, et est sortie de la maison en hâte. J'ai fermé la porte derrière elle, me sentant soulagé et triste. Ella est sortie de la cuisine, remarquant mon état de vulnérabilité et percevant mon besoin de réconfort. Elle a doucement pris Esperanza de mes bras. Je me suis appuyé contre la porte fermée, laissant libre cours à mes larmes. Émue par cette scène, Ella m'a serré fort dans ses bras et m'a embrassé doucement sur le front. Avec une expression déterminée sur le visage, elle a tendu la main vers le téléphone. « Je dois informer Horacio que je rentrerai bientôt à la maison avec notre fille, » a-t-elle dit, sa voix chaude et confiante. « Merci, Ella, » ai-je murmuré, sincèrement reconnaissant pour sa présence et son soutien indéfectible. « Assure-toi de dire à Horacio que je vous attendrai au barbecue samedi, » ai-je dit à Ella, ma voix pleine d'enthousiasme. « Absolument, patron. Je vous vois au bureau demain. » La semaine suivante, mon avocat a reçu les papiers de divorce dûment signés par Stella. Allant de l'avant, j'ai réalisé que la guérison prenait du temps et qu'il était nécessaire de trouver mon propre rythme. J'ai noué des liens avec plusieurs amis, j'ai entamé une relation intime avec une seule d'entre elles, mais sans aucune obligation sérieuse. Il semble que je sois enfin en train de surmonter la douleur qui m'a été causée. J'ai eu moins peur des femmes et j'ai cessé d'être si nerveux et timide. Ayant réalisé cette évolution, j'ai compris qu'il était peut-être temps de donner à Ella la liberté d'agir pour qu'elle me mette en relation avec une femme gentille et appropriée. Faisant confiance à son opinion, j'ai découvert l'opportunité de rencontrer une personne qui apportera à nouveau un vrai bonheur dans ma vie. Maintenant, je reconsidère ma décision après cette rencontre inattendue. Non pas que je quitte Stella, car ce choix reste inébranlable, mais plutôt que j'avais des suppositions quant au manque de points communs entre nous. J'ai toujours cru que nous n'avions rien à nous dire, en supposant qu'elle comprenait ma position sur l'infidélité et comment j'agirais dans une telle situation. Mais en écoutant des fragments de l'histoire de Stella lors de notre récente communication, je doute si j'aurais dû entrer en conflit avec elle à ce moment-là,
malgré mon aversion pour cette confrontation. Mais une chose reste incontestable. Disparaître de sa vie a été la meilleure solution pour moi. Cela m'a permis de retrouver la paix et de me reconstruire loin de l'environnement toxique qui nous consumait. J'étais tellement amoureux de Stella que si je l'avais rencontrée à ce moment-là, j'aurais très probablement succombé à son remords et accepté ses excuses. Cela aurait pu me mener à la souffrance et aux soucis, et finalement au divorce. Mais maintenant que 3 ans se sont écoulés depuis sa trahison et notre séparation, les excuses de Stella m'ont soudainement apporté un sentiment d'achèvement. Cela m'a permis de me libérer de la douleur que je portais en moi et m'a donné l'occasion de croire à nouveau en l'amour. Avec le temps, je pourrais même envisager de révéler que je n'ai pas vraiment de deuxième fille. Mais je doute de me décider à le faire. Je ne lui dois plus rien, et la décision de le révéler ou de le garder pour moi m'appartient, mais pas pour longtemps. Hier, je me tenais devant la tombe de Stella avec mes enfants et de nombreux proches, parmi lesquels se trouvait Olivia. Je pleurais amèrement, comme toutes les autres personnes présentes. Mais je n'ai pas vu une seule larme sur le visage d'Olivia. Stella, complètement désespérée et en état d'ébriété, a eu un accident de voiture. Il n'a pas été possible de lui sauver la vie. J'ai longtemps réfléchi à la raison pour laquelle Olivia avait impliqué sa sœur dans une relation intime avec son amant et n'ai trouvé qu'une seule explication. C'était une vengeance pour le fait que Stella et moi avions parlé à Justine, son ex-mari, de la trahison qui avait détruit leur mariage. Probablement que ce n'est que maintenant qu'Olivia se sent soulagée, sa sœur étant couchée dans un cercueil. Et je sais une chose, je n'aimerai jamais aucune femme comme j'ai aimé Stella.